Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci Octo pour cette invitation. On est très content de pouvoir vous présenter ce retour d'expérience sur l'utilisation de Kafka. Je me présente, je m'appelle Fabien Elbéry, je suis architecte et je travaille dans les équipes d'intégration chez Michelin. Et moi, je suis Valérie Servert et j'ai plus un rôle d'architecte et je suis chez Michelin pour promouvoir les architectures événementielles. Donc c'est parti. Ah, petite slide de l'entreprise. Donc si vous êtes allé voir Adrien et Lucas, vous avez peut-être déjà vu un slide un petit peu équivalent. Donc Michelin, différentes sociétés dans le groupe, les sociétés de pneumatiques, BF Goodrich, Kleber, Michelin. Les sociétés autour du pneu, donc là on retrouvera Euromaster, Black Circle. Et puis les sociétés au-delà du pneu. Donc on a parlé de polymère ce matin, mais on a aussi les étoiles Michelin. C'est nous aussi les étoiles Michelin. Donc voilà, sinon quelques chiffres. Donc on est 120 000 employés chez Michelin, on a 80 usines dans le monde, on reparlera de ces usines un petit peu dans le monde sur les use cases. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, on est 5700 personnes à l'IT chez Michelin, les fameux 5000 utilisateurs de GitLab de Michelin. Donc on remonte un peu le temps, donc on a mis 7 ans au pays de Kafka, on est en 2026, 2018, on sait que ça fait 8, mais on n'a pas voulu changer le titre. On l'avait fait fin 2025 pour les présentations avec Octo. Donc on remonte le temps, on est en 2018. Donc en 2018 chez Michelin, on a différentes ambitions. Donc on a parlé d'Yves Cazot ce matin, CEO, et puis vous avez un petit journal où effectivement il apparaît. Et donc Yves Cazot en 2018, il nous disait... on veut être une data-driven company. Data-driven company, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut valoriser notre data. Notre data, c'est pour améliorer nos produits, pour vendre aussi nos data comme des produits, pour améliorer nos processus métiers avec l'analytics. Et il y a un pilier aussi autour de la data qui est comment on crée un système réactif pour permettre à nos opérations de se faire plus facilement et plus rapidement. Donc on est là-dessus. Une autre ambition en 2018, c'est la modernisation de nos systèmes d'information. On peut dire on est une société industrielle, on a un petit peu des legacy et on cherche un peu à améliorer et à moderniser nos systèmes et on veut bénéficier des architectures cloud natives et moderniser nos systèmes. Donc, de ces deux ambitions, l'entreprise architecture a décidé de déployer un nouveau pattern qui est l'event-driven architecture. Et pour implémenter ça, on a choisi l'outil Kafka, le bus d'événements, la plateforme Kafka de streaming. Donc c'est parti. Donc après avoir choisi Kafka, il a fallu qu'on l'installe Kafka. Kafka, c'est une plateforme de streaming, c'est une architecture cloud native, donc distribuée. Donc il a fallu décider où on le mettait. On commençait à faire du cloud natif, nous notre provider c'est Microsoft Azure, mais on a décidé de l'installer sur du on-premise parce qu'on cherchait une architecture distribuée, on cherchait à instancier notre architecture sur 3 data centers. Et on a choisi de le faire sur nos 3 data centers historiques. On s'est posé la question, est-ce qu'on l'installe sur des VM ou sur du container? Il n'était pas préconisé de faire du container, donc on est parti sur des VM. Donc là, notre architecture, 3 data centers, 5 zookeepers, d'accord, pour supporter la résilience et la perte de 2 data centers. Et puis, on a choisi de mettre 4 brokers. On aurait pu en mettre 3, on en a mis 4. Après, le hosting, c'est quelles ressources on donne à Kafka? On va choisir un certain besoin en mémoire, d'accord? On va donner un peu de mémoire sur nos serveurs. Et là, Kafka, quand on veut le mettre en œuvre, il y a des prérequis, en fait. Des prérequis, c'est-à-dire qu'il faut donner quand même un peu de mémoire et des bons disques SSD, parce que quand Kafka a besoin d'écrire, il faut qu'il écrive rapidement. Et donc on était en 2018 avec des équipes d'infrastructure qui nous challengeaient pas mal en disant non, mais tu n'as pas besoin de tant de mémoire, je vais t'en donner un tiers, et puis les disques SSD c'est un peu cher, donc alors on a mis un floppy, mais ça aurait pu être, on a eu des disques un petit peu moins performants. Donc on est parti en prod avec cette stack. On part en prod. Et c'est là que les ennuis commencent. Et ce qui devait arriver arriva, un jour en production, à peu près au bout de 6 mois d'utilisation du cluster. Patatras. Donc on a les monitoring des applications qui sont déployées, qui sonnent en rouge, les producers qui ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on se rend compte que l'infrastructure qu'on a mise en place, en fait, n'est pas suffisamment taillée. Donc on a les zookeepers qui sont en charge de gérer la haute disponibilité, ont perdu le contrôle du leader, du master. Donc les producers n'arrivent plus à écrire les données, sauf qu'on n'a pas assez de mémoire et Kafka travaille principalement en mémoire, donc
le processus standard, c'est d'écrire les données sur disque, mais nos disques sont trop lents et n'arrivent pas à tenir la charge. Donc c'est l'effet domino, et au final, le cluster, entre guillemets, tombe, les producteurs n'arrivent plus à écrire, et les applications sont KO. Donc à ce moment-là de l'histoire, c'est pas très grave, parce qu'on a peu de systèmes qui sont déployés en production, ce sont surtout des use cases secondaires, donc c'est pas dramatique d'un point de vue business, mais en termes d'image, c'est problématique. On a une technologie Kafka qui est sur le papier hautement résiliente, une infrastructure qui est hautement résiliente, mais dans les faits, on a quand même des incidents. Donc c'est gênant. C'est gênant. Pardon. Excusez-moi. Donc fin 2019, à ce moment-là de l'histoire, on répare notre incident, on tire les leçons de ces problèmes, on améliore notre infrastructure, on obtient enfin la RAM et les disques qu'on a demandé initialement. On capitalise sur ces problèmes, donc on commence à écrire des articles en interne et en externe. On a un blog public sur lequel on raconte nos histoires et nos aventures. Et on apprend, on met en place des métriques pour monitorer le cluster, s'assurer qu'on a le contrôle sur la situation. Mais à ce moment-là de l'histoire, on se dit Kafka c'est bien, utiliser la technologie Kafka c'est bien aussi. Par contre, maintenir des clusters et les gérer en production, c'est autre chose, c'est beaucoup plus complexe. Donc on arrive maintenant en 2020-2021. Donc là, comme le disait Fabien, gérer un cluster, c'est pas facile. Et là, on commence à voir sur le marché du service managé. Donc on se dit, ah, bonne idée, parce que nous, ce qu'on veut, c'est utiliser Kafka. Donc là, nouveau challenge, on va migrer notre cluster on-premise vers du service managé. Donc deux challenges, comment déjà on va répliquer la donnée techniquement, parce qu'en fait, quand on a avec Kafka, on a de l'exactly once, du coup, on a de la garantie de données de transaction. Quand on va vouloir migrer entre deux clusters, on perd cet exactly once. Donc comment on le garantit lors de la migration? De plus, il faut aller retourner voir le business en lui disant « Tu vas rire, il y a 2 ans, on avait installé Kafka. Bon, on va arrêter un peu les projets fonctionnels et on va migrer. T'es OK ?» Donc là, c'était aussi un petit challenge pour aller vendre ça à notre métier. Et le challenge également, c'était à l'époque, en 2020-2021, on avait déjà quand même 1500 topics dans notre cluster. On avait environ 25 équipes à coordonner pour migrer nos données, parce qu'on a des producteurs, des consommateurs, mais on a aussi on en a dans les deux sens. Donc c'était un petit peu le challenge de 2020-2021. Donc pour réaliser cette migration, on a également un certain nombre de challenges techniques à relever. Et des décisions à prendre, techniques, elles aussi. Déjà, comment est-ce qu'on va gérer la réplication entre les différents clusters dans le cadre de la migration, pour passer de l'ancien cluster au nouveau, mais aussi les réplications entre les différents clusters, parce qu'on a des clusters installés dans les usines qui sont en relation avec le cluster central. Donc il a fallu travailler déjà sur les configurations, la mise en œuvre des systèmes de réplication, le choix de la technologie, parce que côté Kafka, on a le choix entre différents systèmes. Donc on est parti sur Mirror Maker 2. Mirror Maker 2 impose et nous fournit un certain nombre de contraintes, notamment le fait d'avoir une schema registry unique. Donc il a fallu fatalement utiliser une seule schema registry, ce qui a amené aussi un autre lot de contraintes. Et enfin, on a aussi décidé de regarder et de choisir les métriques à monitorer et à surveiller comme le lait sur le feu pour s'assurer qu'on n'a pas de problème en termes de réplication, pour garantir l'exactly once et être sûr qu'on ne perd pas des données dans le processus. Dans le cadre de la migration, on a également eu beaucoup de changements à faire, beaucoup d'actions techniques à réaliser pour passer de l'ancien cluster au nouveau. Donc c'est à ce moment-là qu'on a une initiative qui naît et qui émerge au sein de l'entreprise, qui s'appelle NS4Kafka. Donc c'est la mise en place d'un système, d'un mécanisme et d'un outil qui permet de gérer des namespaces, donc de gérer de l'isolation et de la configuration des topics au sein de l'entreprise. Et ça nous a grandement facilité le travail. Donc ce projet-là, qui était interne initialement, on l'a inner-sourcé, déployé au sein de toutes nos équipes, et ça marchait tellement bien qu'on a décidé très rapidement de l'open sourcer et de le rendre disponible sur notre GitHub public. Donc fin 2021, on est content, on progresse, on comprend de mieux en mieux le fonctionnement de Kafka, on augmente notre expertise sur des domaines comme la réplication, le monitoring, la gestion de transactions. Et on met à disposition, on travaille avec des outils comme NS4Kafka qui rajoutent des fonctionnalités qui ne sont pas présentes par défaut dans la stack technique. Donc là, on arrive fin 2021. Donc 2018, on a installé notre cluster. 2021, on l'a migré. Maintenant, on rentre dans l'ère
bah, on veut utiliser Kafka pour faire des architectures événementielles, parce qu'à la base, c'était la finalité. Donc pour ça, comment on passe du Kafka à l'Event-Driven Architecture? On a eu 2 programmes, un sur la supply chain, la refonte de nos systèmes de la supply chain. Donc la supply chain aval, c'est de la sortie de nos usines, d'accord? On a 80 usines dans le monde, on va pousser nos pneus vers nos réseaux de distribution pour aller après le pousser vers nos clients. L'objectif, avoir le bon pneu au meilleur endroit, au meilleur moment pour pouvoir livrer nos clients. Donc on a un gros programme de transformation et on va focuser un petit peu là-dessus. Et on a un autre programme de transformation dans le manufacturing autour dans nos usines où là on est en liaison, en fait nos clusters Kafka dans les usines sont en liaison avec nos automates sur la conception du pneu. Alors je vais moins vous en parler parce que c'est moins mon domaine. Donc pour ce faire, là on rentre dans l'ère de l'event storming approach. Donc là ce qui est clé, c'est donc sur notre programme de la supply chain, c'est pour pouvoir implémenter une architecture événementielle, il faut partir des événements métiers. D'accord ? Donc nous, dans notre cas, quand on doit pousser nos pneus de la sortie des usines et qu'on doit les communiquer avec les TMS, les Transport Management Systems, pour booker des camions, pour prévenir les magasins, donc avec les Warehouse Management Systems, pour discuter avec les différents ERP des différentes sociétés du groupe, on a tout un balai d'événements et il faut décrire tous les événements métiers qui se produisent. Donc le début de l'histoire, c'est on a une commande qui est à exécuter, order submitted. Une commande, c'est différentes lignes, donc différents pneus qu'on veut bouger. Après, quand on discute avec notre Transport Management System, lui, il va faire des loads et des deliveries pour mettre des pneus dans des camions. Après, le camion, quand il part d'un magasin, il va aller vers l'autre magasin, mais avant de partir, parfois, le camion, il est trop petit quand il arrive. Ou parfois, ce que j'avais prévu d'avoir en stock logistique, je ne l'ai pas. Donc j'ai des cas passants et des cas non passants à décrire avec mon métier. Et je décris aussi toutes les corrélations que j'ai entre mes événements. Un order, c'est une maille d'objet. Un delivery, c'est une autre maille d'objet. Et donc, je dois décrire toutes les corrélations entre mes événements métiers et mes objets que je vais décrire dans mon système. Donc, cette étape, elle est clé. Et le vocabulaire aussi, j'en parle pas, mais le vocabulaire est clé. Combien de fois on a des systèmes qui expriment le mot delivery, mais selon les systèmes d'information, chacun a sa définition. Donc, on se met aussi d'accord sur la définition des objets. Et quand on bascule sur le detail design et l'implémentation technique, nous, on utilise on top de Kafka la librairie Kafka Stream qui nous permet de faire la corrélation d'événements. Et là, typiquement, notre histoire qu'on a racontée d'un point de vue fonctionnel, quand on va la décrire d'un point de vue technique, on va rentrer dans l'algorithmique qui dit je fais la jointure de tel objet avec tel objet, je les corrèle sur telle clé d'agrégation, je fais des maps, je fais des flat maps, je fais des splits, etc. Et donc, du coup, naturellement, on va commencer à designer techniquement et faire le detail design de notre algorithmique de nos applications Kafka Stream. Et ça matche complètement avec ce qu'on appelle les topologies Kafka Stream. Et donc, finalement, à la fin, on a simplement à faire des jointures entre des topics Kafka. Alors, sur le papier, ça semble assez simple après. L'architecte qui parle, d'accord, en mode PowerPoint. Et donc, ça paraît assez simple. C'est comme du SQL, n'est-ce pas ? Eh ben non, c'est pas comme du SQL. Effectivement, ça paraît simple sur le papier, donc on a tous le réflexe de se dire, bon, c'est simple, en entrée, j'ai 2 sources de données, une jointure à faire, j'en fais depuis des dizaines d'années, c'est facile, et en sortie, j'ai un résultat. Dans les faits, c'est pas si simple. On a un premier challenge en termes de conception. Donc, on a 2 flux différents. Ici, dans l'exemple, j'ai un flux avec une commande et des lignes de commande, avec le détail de ce qui a été commandé. Ces 2 flux-là sont séparés. Et ce que j'attends derrière en sortie, c'est un seul record, un seul événement et une seule donnée qui sera générée une fois que tout sera assemblé. Dans les faits, si je fais une simple jointure, quel que soit le sens de la jointure, je vais obtenir plusieurs records. C'est-à-dire que quand je vais recevoir la première ligne planifiée, je vais l'associer au order header, je vais avoir un premier record, et un second lorsque j'obtiens le deuxième événement. Ce n'est pas ce qui est attendu, ou ce n'est pas forcément ce qui est attendu. Dans ces cas-là, comment est-ce que je fais ? Donc on a un système dans Kafka qui permet de faire du windowing. Donc c'est une capacité de regrouper des événements sur une base temporelle. Donc on se donne une fenêtre de temps dans laquelle on s'autorise à agréger des événements. Donc ça permet d'obtenir, entre guillemets, le résultat attendu.
Sauf que ça marche quand je reçois exactement les événements dans l'ordre dans lequel je m'attends à les recevoir. J'ai par exemple une commande, la ligne 1 qui arrive avant la 2, j'ai des conditionnels qui me permettent de gérer tout ça, tout va bien. Sauf que dans les faits, ça n'arrive pas tout le temps. On peut très bien avoir des lignes qui arrivent avant le header, inversement, donc c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait? Donc pour ces cas, entre guillemets, avancés, ou pour pallier à ces problématiques-là, on peut utiliser une API de plus bas niveau au sein de Kafka Stream, qui s'appelle la Processor API. Et donc on utilise des transformers, ce qu'on appelait autrefois les transformers, qui permettent de maintenir un state store. Donc c'est-à-dire un état, on matérialise un état sur le flux à partir des événements qui ont transité au niveau des topics. Et en utilisant en fait cette architecture et ces fonctionnalités, on peut pallier aux problèmes d'ordonnancement que j'ai cités précédemment. Donc on va regarder un peu en détail comment ça fonctionne, avec un exemple très simplifié, mais ça permet d'illustrer. Donc sur cet exemple-là, j'ai un code ici dans lequel je déclare d'abord un state store, donc qui permettra donc de stopper, matérialiser cet état dans le temps, avec la classe store builder. Je configure et je déclare des transformers. Donc c'est une ancienne version, hein, pour ceux qui connaissent, hein, on n'utilise plus en Kafka 4.0, on n'a plus le point transform, hein, c'est remplacé par du point process, mais bon, à l'époque c'était encore valable. Je déclare donc mes deux transformers pour alimenter mon state store, et au final, j'exécute la fonction de merge, donc la fonction d'agrégation, de jointure entre mes deux state store, mes deux transformers. Donc ça marche, je suis content, j'ai résolu mon problème, ça fonctionne, mais entre guillemets à quel prix? C'est quand même beaucoup plus complexe que l'implémentation naïve et directe et simple de Kafka Stream. Donc ce type d'implémentation est possible, ça demande par contre une bonne connaissance des fonctionnalités de Kafka Stream, et pour les cas les plus complexes, parce que là on l'a vraiment beaucoup assez simplifié, mais ça demande une compréhension et une connaissance approfondie. Donc dans les faits, c'est bien, mais ça demande de l'expertise, de l'expérience, et comment dire, ça nécessite de capitaliser sur la connaissance autour de ces technologies. Donc, de ce besoin a émergé l'initiative K-Streamplify, les Michelin. Donc, on se dit, quand on a des problèmes et quand on veut faire bénéficier les autres équipes des connaissances qu'on a acquises au fil du temps, on crée des frameworks, on crée des programmes et on les partage d'abord en interne. Donc, K-Streamplify, c'est un framework basé sur Spring Boot qui agrège un certain nombre de facilités, de features additionnelles que le framework initial ne contient pas, et qui simplifie l'utilisation de Kafka Stream et résout un certain nombre de problèmes. Donc cette librairie, on l'utilise en interne, on l'a déployée, et on a aussi fait le choix de l'open sourcer, donc elle est disponible sur notre GitHub. Donc fin 2025, on a encore progressé en termes de connaissances, de compétences. On a commencé à travailler sur du streaming, donc, qui est un gros morceau, hein, c'est une partie assez complexe, mais on avance progressivement, on se structure pour documenter, pour restituer nos expériences, toujours au travers de notre blog. On crée donc des frameworks, un framework qui permet de simplifier la vie et de faciliter l'utilisation des features de streaming, et on va même jusqu'à commiter et contribuer au projet open source Kafka et Kafka Stream, parce qu'en améliorant nos compétences, on remarque qu'il y a certaines limitations du framework initial qu'on essaye d'améliorer. Et maintenant, le futur. Donc là, on a utilisé Kafka, on a fait de l'event driven. Maintenant, c'est quoi les next steps pour notre organisation et qu'est-ce qu'on cherche à vouloir adresser maintenant? Alors, juste ce petit slide pour dire, voilà, en 2025, on a un cluster Kafka pour nos besoins un petit peu centraux, qui est donc du service manager, comme on l'a évoqué. On a un cluster Kafka dans chacune de nos usines. Donc, les petits pays en bleu sont les pays où on a des clusters Kafka. Et on a, en violet, là, on a un petit cluster qui est pour nos données un petit peu confidentielles. Alors, il est dans l'océan Atlantique pour vous. Voilà, c'est notre petit secret. Donc, on a environ 220 équipes qui font du Kafka. On n'a que 20% qui font vraiment du Kafka Stream. D'accord? Donc là, il va falloir qu'on travaille pour le démocratiser un petit peu. Et on a les volumes de données que j'ai indiqués. Donc, nos gros changements, les next steps, sur tous les clusters qu'on a en usine, on a un gros upgrade Kafka où on doit enlever Zookeeper. On ne s'est pas encore attelé.
Et donc ça, c'est la fameuse KIP 500. Et donc, ça va être un de nos sujets. On devait le faire en 2025, on est plus en 2026. Et c'est la nouvelle librairie, la version 4.0, où là, il y a des features qui vont nous intéresser, qui sont le queuing. Derrière, on se dit que ça peut être un levier aussi pour la scalabilité horizontale, parce qu'aujourd'hui, on est assez limité par le nombre de partitions dans les topics Kafka pour scaler à la consommation. Et on se dit que le queuing peut être un levier pour cela. Et la KIP Two-Phase Commit, je ne sais pas si vous, dans vos organisations, comment écrire dans une base de données et dans un topic Kafka en une transaction. Donc là, avec la librairie Kafka 4.0, alors c'est pas encore sorti, je ne sais pas dans quelle version 4.x cette feature sortira, mais on est intéressé par cette feature parce qu'aujourd'hui, on est avec des patterns CDC, des choses comme ça, qui sont un petit peu complexes à mettre en œuvre. D'autres challenges, c'est on a des applications qui font pas du Kafka, qui font du protocole plus HTTP. Donc là, on va utiliser des REST proxy ou des choses comme ça pour faire un protocole de médiation. On va chercher à vouloir se connecter avec nos partenaires. Aujourd'hui, on fait des commandes clients, on reçoit des commandes clients, on est plutôt en API HTTP. Si on peut se connecter en Kafka avec nos clients pour pousser de l'information ou pour en recevoir, on est intéressé. Et la connexion aussi avec les SaaS. On a du Salesforce, on a de l'Oracle, d'Oracle Fusion. Comment on va demain se connecter à travers les API Kafka? Alors, regardez pas le titre, il n'est pas bon. Je suis désolée, on a vu ça juste il n'y a pas longtemps. Un autre challenge, c'est comment on passe du monde opérationnel au monde de la data analytics. Aujourd'hui, dans notre organisation, on a des équipes qui s'occupent des applications opérationnelles et transactionnelles. D'accord, on est sur du software ingénieur qui fait du Java et de la modélisation objet. Et on a d'autres équipes qui s'occupent, les data ingénieurs, de l'analytics on top de la data. Et là, on n'est plus sur des populations data ingénieurs Python, SQL. Et on a, depuis quelques années, on passe beaucoup d'énergie à faire transiter nos données du système opérationnel vers le système analytics. Et ça crée des difficultés, des frictions. Aujourd'hui, voilà, on a deux populations et on se dit, les équipes qui veulent faire de l'analytique sur une donnée ne connaissent pas la donnée parce que c'est les équipes opérationnelles qui connaissent la donnée. Et on voit qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Et on voit que sur le marché, en fait, on essaie de réconcilier un petit peu ces deux mondes. Alors avec des formats de modélisation de tables, d'accord. Donc c'est comment je vais passer de mes topics Kafka à mes tables Open Table Table. Donc on va avoir les grands débats entre le delta et l'iceberg. Et on a tous les providers en fait de solutions aussi bien Confluent qui fait du Kafka que les providers autour de la data, Dremio, Snowflake et Databricks qui veulent converger sur la page Polaris et de l'Open Table Iceberg. Et donc, nous, on est dans ce monde-là, 2024. 2024, c'est d'annonce. On est début 2026. On cherche encore notre chemin parce que c'est très mouvant et il y a des choses et des promesses. Est-ce qu'elles sont là? Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est donc du coup ce fameux shift left où on veut construire en fait nos data products au plus proche des systèmes opérationnels. Donc, c'est là où nous, on est en train d'essayer d'œuvrer et de faire grandir l'organisation sur cette thématique. Un autre challenge, un travail sur lequel on est actuellement, c'est comment faire bénéficier des fonctionnalités de streaming les équipes qui ne sont pas javaïstes par défaut, qui travaillent sur d'autres stacks technologiques. Donc Valérie l'a dit, on a des équipes data qui sont plutôt sur Python, SQL, pas forcément sur Java. Donc aujourd'hui, Kafka Stream, c'est une librairie qui est disponible uniquement en Java. Donc on explore d'autres, des alternatives, notamment Apache Flink. Donc on a des services Flink qui sont disponibles. On évalue, on essaye de l'implémenter et de voir dans quel cas on peut l'utiliser. On a également Streamiz, qui est une librairie .NET. On a une grosse population .NET chez Michelin. Donc on évalue, on teste son utilisation pour voir si on arrive à avoir les mêmes fonctionnalités et si on peut l'utiliser dans le temps. Et également, on a fait des expérimentations autour de Bytewax et Passway, qui sont deux librairies Python de streaming. Et bien évidemment, on a travaillé également autour de l'AI, exploration AI. Donc aujourd'hui, c'est uniquement des explos, on n'a pas forcément de use case en production. On essaie de toucher du doigt justement les fonctionnalités qui permettent d'apporter de la valeur et entre guillemets, rendre service dans l'exploitation des données
streamer et des données événementielles autour de Kafka. Donc on a fait des POC autour de l'implémentation du RAG initialement, donc ça fait déjà un peu plus d'1 an aujourd'hui. Donc on a vu les limitations, les avantages et les limitations de ce type de techno. On a testé, on teste aujourd'hui l'utilisation de MCP, donc de serveurs MCP on top de Kafka pour accéder aux données dans Kafka à partir donc ou depuis des agents et dans un contexte agentique. Et aujourd'hui et demain, on a également l'ambition de travailler avec, d'aller un peu plus loin dans l'intégration de Kafka, du MCP et des communications entre agents au travers du protocole A2A ou autre pour aller encore plus loin dans cette voie-là. Alors, c'est notre dernier slide takeaway. Donc, pour résumer, donc le premier point. Donc Kafka, c'est une technologie super. C'est ça amène beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'à opérer. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de partir sur du SaaS et clairement, on n'en est pas mécontent. Le deuxième takeaway, c'est pour modéliser vos event-driven architecture, ce qui est clé, c'est de partir des événements métiers et de définir en fait les objets métiers qu'on va vouloir manipuler, le vocabulaire, la sémantique. Et ça, c'est clé. Et l'event storming marche très bien. Et quand on design, c'est avoir le métier avec nous et leur poser la question toujours, mais pourquoi tu veux faire ça? Quelle valeur on va chercher? Et ça c'est très important de définir les cas passants et les cas non passants. Ce qu'on apprend aussi avec ce type de technologie, c'est comment je fais le design de l'erreur. Mon système, il se répare tout seul. Je gère en fait les aléas par le code. On se dit également que le streaming a vraiment une valeur ajoutée. Donc l'implémentation de ces patterns, de ces architectures amène de la valeur au niveau du produit. Par contre, l'adoption est vraiment pas facile. On l'a montré. Des cas qui peuvent paraître très simples sur le papier, dès qu'on les tire, dès qu'on les implémente en production, ça demande beaucoup de connaissances, de compétences et ou l'utilisation de frameworks pour se simplifier la vie. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure. Et le dernier point, c'est, on l'a vu, le slide sur 2024, le marché évolue beaucoup. Il y a des promesses. Est-ce qu'elles sont là? On verra. Mais il faut rester un petit peu informé. Donc, c'est un peu notre takeaway. Beaucoup de choses qui évoluent rapidement et beaucoup de providers qui essayent d'avoir la data. La data, c'est le nerf de la guerre. Et attention à cela, si l'on peut dire. Et voilà, je pense que nous avons terminé. Ah oui, et pour finir, on est assez fiers. On nous a dit de l'écrire, de pas en avoir honte. Donc, toutes nos contributions qu'on a pu faire un petit peu open source, où on a une bonne compétence chez Michelin sur du Kafka, Kafka Stream. On propose des modules de formation en interne, mais qu'on peut proposer effectivement à l'externe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Regardez notre blog, regardez notre repo GitHub et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de partager sur une expérience ou autre. Voilà. On vous remercie. Merci beaucoup.